Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, nous continuons donc cette deuxième tournée de ceux de nos auditeurs qui sont répartis à travers le monde. Et aujourd'hui, nous retrouvons Jules Fournier à San Francisco. Jules Fournier, bonjour. Bonjour Philippe Meyer. Qu'est-ce qui s'est passé depuis notre dernière conversation? Eh bien, c'est une bonne question à laquelle j'aurais envie de répondre à la fois beaucoup de choses et en même temps pas tant que ça. Je m'explique, beaucoup de choses parce qu'évidemment l'évolution du virus, on s'était parlé au début de l'été, les États-Unis en général et la Californie en particulier ont connu une sorte de première vague et demie en juillet. Je dis première vague et demie puisque on a pensé initialement que c'était une deuxième vague et en fait certains experts ont expliqué que c'était la première vague qui continuait à prendre de l'ampleur. Mais si on regarde un graphique, les contaminations ont beaucoup progressé en juillet et n'ont commencé qu'à baisser là au sortir de l'été. Donc évidemment beaucoup d'un point de vue sanitaire, beaucoup aussi d'un point de vue environnemental. Vous avez peut-être vu passer les images assez apocalyptiques de la Californie et de San Francisco en particulier en tout début du mois de septembre, avec les incendies qui ont ravagé l'État, on pourra y revenir, et qui ont vraiment contribué à alimenter ce climat si particulier. Donc beaucoup d'un certain point de vue, et en même temps pas tant que ça, parce que contrairement à la France, du moins ce que j'en perçois d'ici, qui a rouvert, puis commencé à s'inquiéter de l'évolution, puis commencé à refermer progressivement ces établissements, ici les choses n'ont pas vraiment évolué, rien n'a vraiment rouvert. Les restaurants en intérieur sont fermés, les cinémas sont fermés, les théâtres n'en parlons pas, les coiffeurs commencent à peine à rouvrir. Enfin, on est vraiment sur une dynamique de réouverture extrêmement lente, extrêmement prudente. Ça, ce sont des décisions qui sont de l'État ou des décisions de la ville? C'est la complexité aussi au début et à peu près jusqu'au moment où on s'est parlé. Je pense pas qu'il y ait de lien de cause à effet, mais ça a vraiment coïncidé. C'était des décisions au niveau des villes ou des comtés. On rappelle que les États-Unis sont divisés en États, bien sûr, mais la subdivision administrative, c'est les comtés. Pour vous donner un ordre d'idée, en Californie, il y a 58 comtés qui font c'est très disparate, les comtés peuvent faire en Californie, vont de 1000 à 10 millions d'habitants et de 120 km², San Francisco, qui est le plus petit comté, à 50 000 km². Donc, c'est vraiment un échelon administratif un petit peu étrange. Et donc, dans la première phase, c'était à ce niveau-là. Et ensuite, l'État, le gouverneur de l'État, Gavin Newsom, a repris la main en quelque sorte en imposant des règles plus strictes à l'échelle de l'État, puisqu'on s'est rendu compte que l'évolution disparate du virus d'un comté à l'autre rendait les décisions à l'échelle d'un comté compliquées parce que certains comtés voulaient rouvrir et d'un point de vue sanitaire, effectivement, ils pouvaient, mais en même temps, il y a une telle mobilité entre les comtés que ça n'avait pas vraiment de sens d'avoir un comté complètement rouvert juste à côté d'un comté fermé. Ça allait contribuer à propager la maladie. Donc l'État a repris la main et imposé des règles pour tout l'État. Et là, la dernière règle en date qui est assez intéressante, c'est que face à l'évolution du virus, qui est en nette décroissance depuis quelques semaines dans l'État, finalement, le gouverneur laisse à nouveau la main au comté pour décider de leur réouverture en fonction de paramètres qui sont établis à l'échelle de l'État. Et une règle qui me semble assez intéressante à souligner, c'est que les comtés ne peuvent ouvrir leur économie que s'ils passent en dessous de certains seuils sanitaires à l'échelle de leur comté, mais aussi uniquement si les quartiers, les zones les plus durement atteints dans le comté, qui sont souvent les zones les plus pauvres et qui sont souvent démographiquement aux États-Unis des quartiers noirs et latinos, seulement si ces quartiers font aussi preuve d'une certaine amélioration sanitaire. Donc on est dans une règle d'équité où il suffit pas juste que la moyenne du comté soit OK, il faut que chaque zone, et notamment les plus pauvres, soit prise en charge.
Est-ce que ça s'accompagne d'une politique de soutien, d'abord de soutien médical et aussi de soutien financier à ces zones qui sont habitées par des latinos et par des afro-américains? C'est une excellente question et c'est justement tout le problème, c'est que je pense dans un premier temps, l'accent n'a pas été assez mis là-dessus et si le gouverneur et l'administration californienne ont créé cette règle, c'est justement pour forcer les comtés et les villes à s'occuper de tous et d'abord des plus démunis. Un exemple, à San Francisco, la moitié des infections a lieu dans un quartier, qui est le quartier de Mission, dans lequel d'ailleurs j'habite, mais jusqu'à présent tout va bien pour moi, dans le quartier de Mission, qui est le quartier latino-américain de la ville. Et donc, la ville a commencé à déployer des tests gratuits à plus grande échelle dans ces quartiers. Alors, vous avez sans doute vu qu'en France, mais aussi dans d'autres pays d'Europe, en Espagne, en Allemagne, par exemple, il y a un certain nombre de manifestations contre les mesures qui sont prises, qu'il s'agisse de mesures de fermeture de certains établissements ou même de l'obligation de porter le masque. Est-ce qu'il y a eu des choses comparables à San Francisco? Et je ne l'ai pas vu. Les mesures sont très bien respectées. Je dirais qu'il y a un niveau d'acceptabilité des mesures qui est énorme dans la population. Les gens vivent avec ces contraintes vraiment sans problème, sans manifestation, en tout cas ostentatoire de refus ou de désaccord. Et c'est pas si étonnant que ça à l'échelle de San Francisco, qui est une ville très libérale au sens américain du terme, donc on pourrait dire de gauche, ville très démocrate. Mais au-delà de San Francisco, ce que j'ai pu observer qui était plus étonnant, intéressant, c'est que même dans les zones moins libérales, les zones plus républicaines, en Californie, mais aussi dans d'autres États où j'ai eu l'occasion d'aller cet été, dans l'Arizona, l'Utah, le Colorado, même dans ces États-là, on ne voit pas vraiment d'opposition manifeste à ces mesures et les règles, port du masque, distanciation sociale, sont extrêmement respectées, même dans les endroits où les choses, les restaurants, etc., ont commencé à rouvrir plus largement qu'en Californie. Donc, je ne dis pas que l'image qu'on peut avoir d'États-Unis ou d'Américains réfractaires à ces règles est nécessairement fausse. En tout cas, elle est vraiment pas aussi répandue de ce que j'ai pu voir. Elle n'est pas aussi répandue que ce qu'on pourrait croire. J'avais précisé quand nous avions eu notre première conversation, vous aviez été le collaborateur de Michel Rocard et que vous aviez notamment collaboré aux dernières publications qu'il avait signées. Je vois que vous avez gardé de cette collaboration l'idée que les gens de gauche respectent plus facilement la loi que les gens de droite. Je veux croire que c'est vrai à San Francisco. Je suis absolument sûr que ce soit vrai au-delà de l'Atlantique. Au moment du confinement, alors, ce n'est pas tout à fait un confinement ce que vous décrivez, ce que vous aviez décrit et qui n'a pas beaucoup changé, comme vous nous le dites, mais en même temps, c'est quand même quelque chose qui est un ensemble de contraintes. Cet ensemble de contraintes, quand il s'est traduit en France par le confinement, ça a provoqué un mouvement de population assez fort vers les campagnes. On a dit à un moment donné 1,5 million, comme je ne sais pas comment on les a comptés, je ne voudrais pas reprendre ce chiffre pour sûr, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a eu un mouvement d'exode important. Est-ce que vous observez la même chose? Oui, c'est assez impressionnant à San Francisco. Il faut se rappeler que San Francisco avait j'en parle déjà au passé, une population particulière. C'était beaucoup de gens qui étaient venus pour travailler dans la tech, évidemment, qui drainaient du capital humain de l'ensemble des États-Unis et du monde pour aller travailler à San Francisco même ou un petit peu plus au sud, à 50 km au sud, dans la Silicon Valley. Aujourd'hui, on est dans une situation où évidemment les bureaux sont fermés depuis le mois de mars, ne sont pas prêts de rouvrir et on y reviendra peut-être, mais il y aura probablement un changement structurel dans la façon de travailler aux États-Unis. Je doute qu'on revienne à l'état précédent. Et donc, assez logiquement, les gens qui étaient venus à San Francisco pour le travail, qui en plus payaient des loyers extrêmement élevés, les plus élevés du pays, n'ayant plus cet aimant professionnel, en sont repartis. Et les chiffres sont assez éloquents.
je ne pas dire, il me semble qu'un one bedroom, qui est donc un 2 pièces, un appartement 2 pièces dans San Francisco, coûtait en moyenne 3 500 à 3 600 dollars de loyer par mois, ce qui est évidemment extrêmement élevé. Et en 6 mois, les prix ont baissé de 20%. C'est le témoin à la fois de l'exode et donc l'offre et la demande. C'est aussi le témoin du dynamisme du marché américain qui, que ce soit à la hausse ou à la baisse, s'ajuste rapidement aux fluctuations. Mais effectivement, San Francisco est en partie dépeuplé, ce qui n'est pas pour déplaire aux habitants historiques de San Francisco qui ont vu ces 20 dernières années toute une vague de jeunes gens pour travailler dans la tech, et je dois bien avouer que j'en fais partie, et qui ne sont pas nécessairement mécontents de les voir en partie prendre leur clic et leur claque et repartir. Vous avez parlé tout à l'heure des feux. C'est très difficile. On en a vu les images, bien entendu. Elles sont spectaculaires. Et puis, mais c'est pas la première fois, c'est pas la première année. On a l'impression d'une espèce de fatalité, d'un phénomène qui en même temps s'aggrave d'une année sur l'autre. Comment est-ce qu'on vit ça depuis là où vous êtes à San Francisco et en Californie? C'est pas la première fois, comme vous le dites, à tel point qu'on parle désormais de saison des feux ici. Ce qui en soi est déjà le témoin d'une évolution inquiétante. On a maintenant, autour d'octobre généralement, donc un petit peu plus tard que ce qui s'est passé cette année, une saison des feux où des incendies se déclenchent à de multiples endroits dans l'État. Ça fait quelques années, malheureusement toujours eu des incendies, mais ça fait quelques années que ça s'est systématisé comme ça à l'automne. Tout le monde a chez soi, même avant la crise du coronavirus, tout le monde a un petit stock de masques. Je pense que c'est les FFP2, ou je suis jamais très sûr, mais en tout cas de masques précisément pour se protéger des fumées liées aux incendies. Beaucoup de gens ont un purificateur d'air à la maison, et on sait que ça risque d'arriver. C'est par contre de plus en plus fort, et cette année de plus en plus tôt. Depuis la mi-août, depuis le déclenchement des feux, là, donc en un mois et demi, il y a eu 15 000 km² qui ont brûlé en Californie. 15 000 km², c'est 3 à 4% de la surface de l'État qui a brûlé en un mois et demi. 15 000 km², c'est plus grand que l'ensemble de l'Île-de-France. Et on pourrait se dire, bien sûr, mais la Californie, c'est une autre échelle, etc. Oui, mais la Californie, ça reste plus petit en taille que la France. Or, là, on a plus que l'Île-de-France en termes de surface qui a brûlé en un mois et demi. C'est absolument hallucinant. Et oui, on a vu les images de San Francisco complètement enfumées. Il y a eu une journée qui était totalement surréaliste. On s'est réveillé dans un ciel orange, type décor de film. Mais ce qu'on dit moins, c'est que pendant plusieurs jours ensuite, le ciel n'était plus orange. Une chape de plomb grise dans la ville. L'air était complètement irrespirable, avec des sortes de pluies fines de cendres qui venaient recouvrir les trottoirs, les voitures. Quelque chose d'assez apocalyptique. Ça s'est ensuite calmé pendant 10 jours ou 2 semaines parce que le vent avait tourné, mais les feux étaient toujours là. Et la semaine dernière, on a eu à nouveau un épisode comme ça, où donc on ne peut pas ouvrir les fenêtres, on peut évidemment pas sortir, ou en tout cas il faut limiter les sorties. Voilà, c'est une situation qui est assez dramatique. Je ne voudrais pas jouer les professeurs, mais 15 000 km², ça ne me paraît pas plus grand que l'Île-de-France. Je pense qu'on est dans les hectares ou dans une mesure américaine qui n'est pas connue de moi, mais 15 000 km², c'est... Pardon, alors, si je me suis trompé de surface. Oui, je pense que c'est peut-être même 150 plutôt. Mais enfin bref, nos auditeurs, comme on dit dans ces cas-là, quand on n'est pas capable de le faire soi-même, nos auditeurs corrigeront d'eux-mêmes. Donc, très bien. Je reviens je viens plutôt à une autre situation, qui est la situation politique. D'abord, donc nous parlons aujourd'hui, nous sommes le 5 octobre, ça fait maintenant 48 heures. Mm-hmm. Le président Trump a été hospitalisé après avoir été reconnu positif à un test du coronavirus. Cette élection à venir, dans
un peu plus de 30 jours. Cette élection à venir, est-ce qu'elle oui, non, dans pas plus de 30 jours d'ailleurs, c'est le 4 novembre et nous sommes le 5 octobre. Cette élection, est-ce qu'elle excite la population? Est-ce qu'elle excite les gens que vous rencontrez, les gens que vous voyez? Comment est-ce qu'elle est ressentie? C'est très bizarre, comme à peu près tout ce qui se passe cette année. Évidemment que l'élection déchaîne les foules et à cet égard, la disparition de la juge de la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg, il y a quelques semaines, il y a une dizaine de jours, je pense, a comment dire, contribué à faire de cette élection, je n'ai que l'expression en anglais qui me vient, raise the stake, contribuer à faire de cette élection quelque chose d'encore plus dramatique, puisque il y a cet enjeu de remplacement d'un des 9 juges de la Cour suprême. C'est une élection qui est fondamentale. Et paradoxalement, d'une part, c'est une élection où il y a très peu d'événements publics, évidemment, étant donné la situation sanitaire, et d'autre part, on est en Californie. Vous connaissez évidemment l'organisation du scrutin présidentiel américain qui est par État. Et donc, en Californie, malgré le fait que Kamala Harris, qui est la vice-présidente sur le ticket présidentiel démocrate, soit sénatrice de Californie, mais en Californie, il n'y a pas de campagne. Parce qu'en fait, en Californie, la victoire à l'échelle de l'État du ticket démocrate mené par Joe Biden ne fait aucun doute. Donc, aucun des candidats ne vient faire campagne ici. Et paradoxalement, c'est pas un enjeu. Ça a beau être l'un des États les plus importants du pays, c'est pas un État où il y a une campagne présidentielle. Donc, oui, les enjeux sont énormes. Oui, tout le monde a les yeux rivés vers cette élection. Et vous parliez de la date de l'élection. On craint aujourd'hui que qu'on n'ait pas de résultat net le jour J et qu'il faille potentiellement quelques jours avant que se dessine un vainqueur. Je rentrerai pas dans les conjectures électorales, j'ai mon opinion sur la question, mais la Californie est pendue à cette élection, mais pourtant n'est pas un terrain de bataille électorale du tout. Je dois, Jules Fournier, me raser la tête. La surface de l'Île-de-France est de 12 km². Et par ailleurs, en y réfléchissant bien, un hectare, c'est plus petit qu'un kilomètre carré. Donc, non seulement vous aviez raison, mais j'ai perdu l'occasion de ne pas me ridiculiser. J'en viens maintenant à... pour vous voir la tête rasée, tout me va. Ben, ici, on a des coiffeurs, donc je n'aurais pas le problème. Dites-moi, vous avez tout à l'heure évoqué des voyages pendant l'été, des voyages à travers les États-Unis. Oui. Qu'est-ce que vous avez senti? Vous êtes allé dans des États qui ne ressemblent en rien à la Californie, puisque vous parliez de l'Utah. Oui. Qu'est-ce que vous avez senti, aussi bien par rapport à l'épidémie que par rapport à la situation politique? Oui, des États extrêmement différents de la Californie, sans aucun doute. D'un point de vue sanitaire ou épidémiologique, moi, c'est vraiment ce que je disais plutôt, ce respect des règles prises, puisque je m'attendais à un peu plus de laxisme à cet égard. Et voilà, malgré la réouverture des commerces, des restaurants, etc., les gens respectaient les règles, à quelques exceptions très bien sûr, mais c'est vraiment ça qui m'a frappé. D'un point de vue politique, il y a, j'ai vraiment l'impression, et je ne réinvente pas la roue en disant ça, mais j'ai vraiment l'impression d'un pays divisé plus que jamais. Que ce soit, prenons l'exemple du Colorado, qui est un État plutôt démocrate, mais sans la magnitude de la Californie à cet égard. C'était vraiment divisé presque par comté ou par village. Certains villages avec des panneaux Trump partout et d'autres un petit peu plus Biden. C'est aussi divisé entre les grandes villes et la campagne. Donc voilà, je réinvente pas la sociologie électorale en disant ça, mais cette impression de fracturation politique était vraiment frappante. Et ça me rappelle une statistique que j'ai lue assez récemment, je pense, dans le New York Times, il faudrait que je vérifie, comme quoi
75% des Américains aujourd'hui disaient ne connaître personne ou maximum une ou deux personnes qui votaient pour un autre candidat qu'eux-mêmes. Ce qui montre qu'on a vraiment deux Amériques qui ne se parlent plus. Et j'en fais partie, dans ma petite bulle tech de San Francisco. Je ne connais personne qui vote républicain. Et donc, on a vraiment cette impression de deux pays qui était assez prégnante pendant tout le voyage. Et je pense pas que ce soit spécifique aux États-Unis. Si je me souviens bien, Gilles Finkelstein de la Fondation Jean Jaurès citait il y a quelques années des travaux d'Éric Morin qui expliquait aussi la fracturation politique et économique en France. C'est un phénomène qui se répand, mais c'est un phénomène qui m'a vraiment sauté au visage cet été pendant notre voyage. Jules Fournier, je vous remercie. Le petit bruit que vous avez peut-être entendu, dont je ne sais pas comment il a réussi à franchir toutes les barrières que j'avais mises sur mon téléphone. Apparemment, je suis aussi doué pour la manipulation des téléphones que pour le calcul des surfaces. Le petit bruit est pour dire que Donald Trump vient d'annoncer qu'il allait sortir de l'hôpital dans quelques heures. Donc, quand cette conversation sera diffusée, il sera déjà sorti. Mais voilà la raison pour laquelle vous avez entendu cette sonnerie mal venue. Je prie désolé. Non, mais c'était une information qui est importante à connaître. Et oui. si je peux ajouter une dernière statistique qui m'a semblé intéressante à partager sur ces élections. Et sur cette fracturation, je vais à un sondage qui a été partagé par Yascha Mounk, un chercheur, je pense, de Harvard, cette semaine. 33% des démocrates et 36% des républicains aujourd'hui trouveraient justifié que leur parti utilise la violence pour atteindre ses objectifs politiques. Un tiers des gens, on était à 8% il y a seulement 3 ans. Donc il y a une fracturation, il y a une violence croissante dans le débat politique. Et aujourd'hui, notamment nourrie par les affirmations à répétition de Donald Trump sur la fiabilité des élections à venir, les 2 tiers des républicains, n'ont pas confiance dans l'élection, dans le processus électoral, à venir. Les 2 tiers des républicains pensent qu'il ne sera pas fiable. Donc on est dans un pays qui est fracturé entre 2 partis qui ne se connaissent pas, qui ne se parlent pas, qui ne se font plus confiance. Et on va voir ce que ça va donner d'ici quelques semaines. C'est sur cette constatation inquiétante que nous allons nous séparer. Pleine d'optimisme. Merci beaucoup. Et peut-être reviendrons-nous vers vous au moment où les élections auront lieu ou bien au moment où se développeront des phénomènes comme ceux auxquels vous venez de faire allusion et que nous espérons que les États-Unis sauront s'épargner à eux-mêmes. Merci Jules Fournier, au revoir. Merci à vous, au revoir.